Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre d'un épisode profondément troublant, où les tensions émotionnelles atteignent un point de non-retour. Dans l'épisode 1330 d'Ici tout commence, rien n'est anodin, rien n'est léger car derrière les menus de Noël, les concepts audacieux et les sourires de façade, ce sont des lignes invisibles qui se franchissent, des équilibres fragiles qui se brisent, et des vérités longtemps étouffées qui explosent enfin au grand jour. Au cœur de cet épisode, Colline vacille. Prise entre la bienveillance maladroite de César, l'inquiétude silencieuse de Gaspard et l'emprise de plus en plus inquiétante d'Amaury, la jeune femme se retrouve piégée dans une spirale où l'amour se confond dangereusement avec la peur. Aujourd'hui, un mot de trop, un regard de travers, une accusation humiliante suffisent à faire basculer l'histoire. Et cette fois, Amaury dépasse une limite dont on ne revient pas. Pendant ce temps, à l'Institut, la guerre du Noël du futur fait rage. Jude et Solal s'affrontent dans une bataille d'idées aussi féroce que silencieuse, où chaque concept devient une arme, chaque décision un aveu de faiblesse. Entre fierté, créativité et ego, personne ne veut céder quitte à tout perdre. Et comme si cela ne suffisait pas, le mariage de Carla et Bérénice se retrouve menacé par le retour d'un personnage aussi envahissant qu'imprévisible, Charlotte. Son arrivée fait l'effet d'une bombe. Constance promet de contenir la tempête mais certaines forces sont parfois impossibles à canaliser. Entre violence verbale, stratégies émotionnelles, rivalité créative et tensions familiales, l'épisode 1330 marque un tournant majeur. Aujourd'hui, à l'Institut, on ne cuisine pas seulement des plats, on joue avec les sentiments, on impose des choix, et parfois, on décide à la place des autres. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux. Car ce résumé détaillé d'Ici tout commence ne vous laissera pas indemne. César s'est fait une promesse silencieuse. Il ne s'agit pas de manipuler, ni de jouer un rôle. Sa mission est claire, redonner confiance à Colline, lui rappeler qui elle est, ce qu'elle vaut, et surtout lui montrer, sans l'attaquer, qu'elle mérite infiniment mieux qu'Amaury. En cuisine, Colline, Gaspard et César travaillent ensemble comme commis sur le menu de Noël. L'ambiance est studieuse, tendue par le retard accumulé, mais aussi ponctuée de petits échanges qui allègent l'atmosphère. César observe Colline attentivement. Il remarque ses hésitations, ses silences, cette manière de douter d'elle-même avant chaque décision. Alors, à sa façon maladroite, sincère, il tente de la valoriser. Franchement, ton idée elle est solide. Il hésite, cherche ses mots et lâche. C'est un peu comme une poularde aux morilles. Un silence. Colline le regarde, interloqué. Pardon ? César se racle la gorge, gêné. Enfin, je veux dire, c'est raffiné, ça a du caractère, c'est réconfortant. Gaspard lève les yeux au ciel. Colline, elle, éclate de rire malgré elle. Un vrai rire. Rare, ces derniers temps. César sourit, soulagé. Plus tard, à voix basse, il glisse à Gaspard. Je suis nul pour les compliments. Mais si je peux au moins la faire rire, c'est déjà ça. Gaspard hausse les épaules, fatigué mais honnête. Franchement, au point où on en est, tout est bon à prendre. Il regarde Colline, concentrée mais plus légère qu'avant. Peut-être que César ne fera pas de grands discours. Peut-être qu'il ne dira jamais les mots parfaits. Mais parfois, un rire vaut plus qu'un sermon. Et peut-être que, petit à petit, Colline commencera à se souvenir qu'elle n'a pas besoin de se diminuer pour être aimée. Le retour de Constance à l'Institut ne passe pas inaperçu. Tout juste rentrée de Singapour, elle retrouve un quotidien chargé, mais aussi des nouvelles rassurantes. D'abord, Théo. Il va nettement mieux. Depuis qu'Emmanuel Tessier s'implique à fond dans l'élaboration de sa carte, le jeune chef a retrouvé confiance, stabilité et motivation. Constance le constate immédiatement, Théo respire à nouveau, il n'est plus seul face à ses doutes. Autre soulagement de taille, Emmanuel sera bien présent pour le mariage. Une nouvelle qui apaise Constance mais qui ne provoque pas le même effet chez tout le monde. Car du côté de Bérénice, l'ambiance est tout autre. Alors que le stress monte à l'approche du mariage, une annonce vient plomber son moral. Ma mère arrive, lâche-t-elle, dépitée.
Charlotte débarque. Et pour Bérénice, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Elle connaît trop bien sa mère, envahissante, directive, incapable de rester en retrait quand il s'agit d'un événement qui ne tourne pas autour d'elle. La perspective de devoir gérer Charlotte en plus de l'organisation du mariage est la goutte d'eau. Bérénice est dégoûtée, persuadée que sa mère va s'immiscer dans chaque détail, chaque décision, chaque émotion. Constance comprend immédiatement l'angoisse de Bérénice. Sans hésiter, elle pose les choses clairement. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Bérénice la regarde, soulagée mais incrédule. Constance poursuit, déterminée. Charlotte ne sera pas dans vos pattes. Je vais la canaliser, la gérer, vous laisser respirer. Ce mariage, c'est le vôtre. Cette promesse fait l'effet d'un baume. Pour la première fois depuis l'annonce de l'arrivée de sa mère, Bérénice se sent un peu moins sous pression. À l'approche du grand jour, les tensions familiales refont surface. Mais certaines alliances solides et discrètes peuvent encore faire toute la différence. Et pour Bérénice, savoir que Constance veille change déjà beaucoup de choses. À l'atelier, l'ambiance est devenue électrique. Jude a fait son choix, il garde son concept du Noël du futur. Une vision engagée, moderne, assumée jusqu'au bout. En face, Solal tourne en rond. Il cherche, rature, recommence mais rien ne vient. Aucune autre idée ne s'impose. Et surtout, aucune qui lui semble aussi forte que celle qu'il partage malgré lui avec Jude. Le problème, c'est que personne ne veut céder. J'ai bossé dessus pendant des jours. Je ne vais pas tout changer maintenant. Lâche Jude, ferme. Solal réplique aussitôt, piqué. Tu crois que moi j'ai une solution miracle? C'est mon concept aussi. Et je ne vais pas l'abandonner pour te faire plaisir. Le ton monte. Les regards se durcissent. Ce qui devait être une entraide s'est transformé en concurrence frontale. T'essaies juste de me doubler. Accuse Solal. Faux. J'assume mon idée. Toi, tu bloques. Répond Jude, sans détour. Aucun des deux ne veut reculer. Changer de concept serait reconnaître une défaite. Et pour le master, l'enjeu est trop important pour faire des concessions. Résultat. C'est la guerre ouverte entre Solal et Jude. Une guerre d'ego, de créativité, de fierté. À l'Institut, on le sait bien. En cuisine, les pires batailles ne se livrent pas avec des couteaux. Mais avec des idées auxquelles on refuse de renoncer. À l'atelier, Enzo écoute attentivement la présentation de Solal. Le concept est audacieux, clivant, mais assumé jusqu'au bout. Quand Solal évoque l'utilisation d'insectes comme source de protéines durables, Enzo ne grimace pas. Au contraire. Il prend quelques secondes de réflexion, puis tranche. C'est risqué mais c'est cohérent. Et surtout, ça a du sens avec ton message. Solal retient son souffle. Donc tu valides? Je valide. Répond Enzo sans détour. Si tu y vas à fond. Pas à moitié. Le soulagement est immédiat. Solal a enfin son feu vert. La guerre avec Jude est loin d'être terminée mais cette validation change clairement la donne. Pendant ce temps, dans une autre cuisine, l'ambiance est plus légère. César s'amuse à jongler avec des ramequins, histoire de détendre l'atmosphère. Colline lève les yeux au ciel. Tu vas finir par te faire mal. À peine les mots prononcés, l'un des ramequins lui échappe. Un choc sec. César lâche un juron. Aïe merde. Il s'est entaillé la main. Colline réagit immédiatement. Elle attrape du désinfectant, une compresse, et l'oblige à s'asseoir. Bouge pas. Elle nettoie la plaie avec application, concentrée, douce. César grimace mais ne dit rien, surpris par cette attention. T'avais raison, murmure-t-il, un peu penaud. Colline esquisse un sourire. La prochaine fois, tu jongleras avec des idées, pas avec de la vaisselle. Un instant suspendu s'installe. Rien de spectaculaire, rien de déclaré. Juste une proximité simple,
rassurante. Et pendant que les concepts s'affrontent à coups d'audace et d'ego, certains liens, eux, se renforcent sans bruit. Constance et Rose patientent sur le quai de la gare, scrutant chaque visage qui descend du train. Les minutes passent puis les quarts d'heure. Elle devait être là depuis 10 minutes. Souffle Rose, déjà sur les nerfs. Constance consulte son téléphone, perplexe. Elle ne répond pas. Impossible de mettre la main sur Charlotte. Aucune trace. Ni dans le hall, ni sur le parvis, ni près des taxis. Alors qu'elle commence à envisager le pire, un bruit de moteur fend soudain l'air. Une moto s'arrête net devant la gare. Et la Charlotte enlève son casque. Constance et Rose restent bouche bée. Surprise. Lance Charlotte, surexcitée. Elle explique, sans reprendre son souffle. J'ai loupé la navette. Du coup j'ai fait du stop et je suis tombée sur Ludo. Un amour. Il m'a déposé direct. Rose ferme les yeux une seconde. Constance inspire profondément. Le cauchemar commence. Car Charlotte est survoltée, débordante d'énergie, parlant plus vite que son ombre, déjà prête à donner son avis sur tout. Le mariage, l'hôtel, la déco, la robe. Sans qu'on lui ait rien demandé. Non mais vous avez vu la lumière ici? On pourrait faire quelque chose de canon. Charlotte, tante Constance. Et puis j'ai pensé à une autre organisation pour la cérémonie. Rose intervient aussitôt, essayant de canaliser le flot. On va y aller doucement, d'accord? Mais Charlotte ne s'arrête jamais vraiment. Elle déborde. Elle envahit. Elle impose. Tout au long du trajet, Constance et Rose passent leur temps à la raisonner, à poser des limites, à la calmer sans grand succès. Chacune échange des regards désespérés avec l'autre. Elles le savent déjà. Si Charlotte n'est pas rapidement contenue, elle risque de devenir le plus gros stress du mariage. Et ce n'est que le début. Sans prévenir, Amaury débarque à l'institut. Son arrivée est sèche, déterminée. Dans le hall, il tombe presque immédiatement nez à nez avec Gaspard et Bérénice. Les regards se croisent. L'électricité est immédiate. Amaury ne s'arrête pas. Il les contourne, le visage fermé, et pénètre directement dans les cuisines. À l'intérieur, César et Colline travaillent côte à côte. L'ambiance est légère, presque complice. Un échange de regards, un sourire, une idée qui circule. Pour la première fois depuis longtemps, Colline semble détendue. Amaury voit tout. Son visage se durcit. Il claque une porte, fait irruption entre eux. Sérieusement? Le silence tombe d'un coup. César se fige. Colline comprend immédiatement que quelque chose vient de basculer. Amaury explose. La scène est violente, brutale, disproportionnée. Il accuse, il attaque, il ne laisse aucun espace à la discussion. Colline tente de quitter la cuisine. Amaury la poursuit, incapable de se contenir. Dans le couloir, il lâche tout, sans filtre. Je m'imagine rien. Je constate. Il s'approche, la voix tranchante, blessante. Tu adores avoir deux mecs dans deux pays différents, hein? Colline blêmit. Amaury continue, de plus en plus cruel. Je pensais que t'étais une meuf honnête. Mais depuis le début, tu me balades. T'as aucun respect pour moi. Puis le coup final, murmuré avec mépris. Tu me dégoûtes. Ces mots frappent Colline de plein fouet. Elle vacille, incapable de répondre. Ses yeux se remplissent de larmes. Sans un mot, elle tourne les talons et part en pleurant, brisée, humiliée, laissant derrière elle un silence lourd et suffocant. Amaury reste là, figé dans sa colère. César, impuissant, serre les poings. Et au loin, Gaspard comprend que ce qu'il redoutait vient de se produire. Amaury vient de franchir une ligne. Une ligne dont on ne revient pas. Chez elle, Zoé s'active déjà pour préparer un Noël du futur. Décor minimaliste, ambiance épurée, touche technologique, tout est pensé dans les moindres détails.
Mais elle le reconnaît sans détour. Je me suis clairement inspirée d'une pub. Quand Jude et Solal découvrent son installation, ils comprennent aussitôt. Zoé met des mots sur ce qu'ils pressentaient déjà. En fait, tout le monde s'est inspiré de cette publicité. Elle a marqué les esprits. Un constat qui tombe mal. Si tout le monde part du même imaginaire, le risque est énorme. Des concepts qui se ressemblent. Une créativité diluée. Et aucune vraie prise de risque. Jude et Solal échangent un regard inquiet. Zoé, elle, ne s'arrête pas là. Justement. Si vous voulez vous démarquer, il faut casser ce référentiel. Elle réfléchit à voix haute, déjà en action. La pub, c'est une base visuelle. Mais vous devez raconter autre chose. Une émotion, une histoire, un point de vue. Puis elle tranche, déterminée. Je vais vous aider. On va trouver ce qui rendra vos Noëls uniques. Pour Jude et Solal, cette aide tombe à pic. Car à ce stade, il ne s'agit plus seulement d'avoir une bonne idée. Mais de prouver qu'ils sont capables de s'approprier un concept sans le copier. Et avec Zoé à leur côté, la bataille du Noël du futur prend un nouveau tournant. Un peu plus tard, Amaury revient vers Colin. Son attitude a changé. Plus calme. Plus doux. Presque contrit. Je suis désolé. Il baisse les yeux, comme s'il pesait chacun de ses mots. J'ai été odieux tout à l'heure. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça. Dans ses mains, un bouquet de fleurs. Un geste simple, presque classique, mais chargé d'une intention claire, réparer, apaiser, reprendre la main. Colin reste silencieuse. Amaury s'approche un peu plus. Plus je passe de temps avec toi, plus je m'attache. Et plus j'ai peur de te perdre. Ces mots la touchent malgré elle. Ils résonnent là où elle est déjà fragile. Puis il enchaîne, comme si tout était déjà décidé. Après le mariage, je vais repartir. J'ai envie que tu viennes avec moi. On pourrait passer les fêtes aux Pays-Bas. Colin relève la tête, surprise. Je ne peux pas. Sa voix est faible, hésitante. Mais Amaury n'entend pas ou ne veut pas entendre. Il sourit, sûr de lui, et l'attire contre lui. Mon amour, c'est génial. On va passer Noël ensemble aux Pays-Bas. Il l'embrasse. Colin reste figée. Son corps ne suit pas vraiment, mais elle ne se dégage pas non plus. Son esprit hurle, mais aucun mot ne sort. Elle est comme bloquée. Coincée entre la peur de le contrarier et l'incapacité de dire non. Quand Amaury s'éloigne, satisfait, Colin reste seule avec son silence. Les fleurs dans les mains. Le cœur serré. Et cette sensation terrible qui s'installe doucement. Elle n'a rien choisi mais quelqu'un a déjà choisi pour elle. Et lorsque les cuisines se vident, que le bruit des casseroles s'éteint, il ne reste plus que le silence. Un silence lourd, chargé de non-dits, de blessures invisibles et de décisions prises sans consentement. Dans cet épisode 1330, Ici tout commence nous rappelle avec une justesse glaçante que les pires violences ne sont pas toujours celles qui laissent des marques visibles. Parfois, un mot suffit. Une accusation. Une phrase lâchée avec mépris. Et tout s'effondre. Colin n'a pas crié. Elle n'a pas répondu. Elle est partie en silence. Et ce silence, aujourd'hui, en dit bien plus long que n'importe quelle dispute. Autour d'elle, les lignes se dessinent. César, avec sa maladresse sincère, montre qu'on peut soutenir sans dominer, être présent sans imposer. Gaspard, témoin impuissant, comprend que certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être ignorées. Et Amaury, en voulant réparer trop vite, révèle surtout à quel point le danger ne réside pas dans la colère mais dans la manière de décider à la place de l'autre. À l'Institut, les batailles continuent, plus feutrées mais tout aussi violentes. Jude et Solal s'affrontent dans une guerre d'idées où la créativité devient une question de survie. Bérénice, elle, avance vers son mariage avec le poids d'une présence qu'elle redoute, consciente que l'amour ne suffit pas toujours à apaiser les tensions familiales. Cet épisode ne donne pas de réponse simple. Il pose des questions inconfortables.
Jusqu'où peut-on aller par amour? À partir de quand le soutien se transforme-t-il en contrôle? Et surtout, comment reconnaître le moment où il faut dire non, même quand la peur nous en empêche? Ah, ici tout commence, chaque plat raconte une histoire. Mais aujourd'hui, ce sont les silences, les regards fuyants et les gestes retenus qui parlent le plus fort. Et si une chose est sûre, c'est que rien ne sera plus tout à fait comme avant. Merci d'avoir suivi ce résumé avec nous. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Car à l'Institut, les apparences trompent, et les vérités finissent toujours par refaire surface. À très vite pour la suite.